Les royaumes oubliés, terre de mystères, de monstres, de héros épiques qui vont relever des défis incroyables pour sauver des places comme Baldur's Gate, puis les autres places. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres villes dans ce monde-là, mais je suis pas convaincu. Aujourd'hui, je vais faire la critique des 2 nouveaux livres de Donjons Dragons qui nous proposent de revisiter les royaumes oubliés. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces livres-là? Devriez-vous les acheter? Aussi, je vais vous partager mes expériences de jeux de rôle du dernier mois. Alors tous les jeux que j'ai lus ou essayés, puis peut-être des découvertes intéressantes avant la fin de l'année. Ces 2 nouveaux livres-là, ça nous amène dans l'univers officiel de Donjons Dragons, un monde qui est au cœur de toutes les aventures publiées par Wizards of the Coast depuis quelques années déjà. C'est un monde inventé par Ed Greenwood, un sympathique Canadien à la barbe de Gandalf. Et cet univers-là, c'est un monde épique, grandiose, c'est vraiment du power fantasy, mais c'est aussi des centaines de romans, d'aventures, de suppléments. Fait qu'il y a énormément de matériel qui existe déjà sur les royaumes oubliés. Fait qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui de nouveau en 2025? Fait que déjà, tu dois savoir, ces 2 livres-là, c'est 2 livres différents. On a un livre qui nous propose Heroes of Faerun. Donc, c'est un livre qui est dédié pour les joueurs. Vous allez trouver là-dedans un résumé quand même de l'univers des royaumes oubliés, un petit survol des différentes régions avec des cartes. Vous allez aussi trouver des sous-classes pour vos personnages. Pour moi, c'est toujours les produits qui m'intéressent moins quand Wizards of the Coast vont publier du nouveau matériel, parce que je trouve que les sous-classes parfois manquent un peu de saveur. T'sais, ici, c'est malheureusement, à mon avis, le cas. Je suis pas un expert de décortiquer mécaniquement les avantages. Y a-tu quelque chose de brisé là-dedans? Je sais pas, je les ai survolés pour l'instant. J'aime beaucoup la sous-classe du mage-feu. Certains individus à la surface de Faerun naissent avec un don unique. C'est comme une espèce de... On est touché, connecté à la toile magique à travers un don que Mystra, la déesse de la magie, nous a offert. C'est comme si on se connectait directement là, dans les réserves magiques du monde et on peut lancer cette magie pure sous forme de flammes grises argentées. Fait que cette sous-classe-là nous permet justement de jouer un mage-feu. Il y a une habileté, entre autres, au niveau 6, qui vous permet d'avoir toujours le sort contre sort de préparer. Et dès que vous êtes capable de briser le sort de quelqu'un, ben vous regagnez des points d'ensorceleur, ce qui est formidable. Mais je vous dirais que c'est pas mal signature à toutes les sous-classes qui sont proposées ici. Il y a souvent 1 ou 2 habiletés de sous-classes qui sont formidables, hyper thématiques, et le reste, on sent que c'est un peu du remplissage. Tu sais, par exemple, le Winter Walker, qui est un archétype pour le rôdeur. Un rôdeur spécialisé dans la nature glaciale, les terres du nord de Neverwinter. Ben, au début de la classe, on est super thématique. Vous avez résistance au froid. Vous pouvez faire du dégât de froid avec vos armes parce que vous êtes comme infusé de la magie élémentaire de la glace. Mais plus on avance dans la classe, plus on réalise que les nouveaux features qu'on débloque, ben c'est comme si on n'avait plus vraiment d'idée de qu'est-ce qu'on pouvait donner à ce pouvoir de personnage-là. Puis au niveau 7, on peut se donner des points de vie temporaires parce qu'on est plus fort. Malheureusement, les sous-classes, il manque un petit peu de personnalité. Je ne suis pas sûr que ça va valoir la peine pour un joueur de se lancer là-dedans. On nous propose quelques nouveaux sorts, des possibilités aussi d'utiliser de la magie de cercle. Parce que vous le savez, dans Faerun, les plus grands éléments magiques, les plus grands événements magiques de ce monde-là ont été créés quand plusieurs magiciens se mettaient ensemble dans un grand cercle magique pour créer, par exemple, la haute magie elfique. Je sais pas mécaniquement si ça va faire du sens dans un contexte d'aventure au jour le jour de D&D, mais c'est là-dedans. Et de l'autre côté, on a Adventures in Faerun. Donc ça, ici, on nous propose un volume qui est un peu plus tourné pour le maître de jeu. Parce que je trouve que c'est là où on trouve quand même le plus de
de contenu sur qu'est-ce que c'est exactement les royaumes oubliés. D'abord, tout le début du livre va vraiment présenter comment rouler une aventure dans Faerûn. C'est quoi le ton, la saveur? Mais tu sais, on nous dit qu'il faut que le destin de vos personnages soit plus grand que nature. Vous êtes peut-être pas des simples aventuriers. Vous êtes peut-être l'héritier d'un royaume disparu. Vous êtes peut-être l'apprenti d'un des plus grands magiciens que la Terre a connu. Peut-être que vous êtes le choisi d'un dieu ou d'une déesse. Je trouve qu'on y va un petit peu fort avec... Tu sais, je veux dire, parce que c'est facile de dire aux MJ qui vont acheter ce livre-là, « Hey, allez-y, beurrez épais », mais après ça, est-ce que ça garantit à vos joueurs des expériences épiques et grandioses? J'ai l'impression qu'on met beaucoup de pression sur les maîtres de jeu pour faire quelque chose d'épique, mais qu'on leur donne pas nécessairement beaucoup d'outils pour y arriver. Bon, ben écoute, les prochains chapitres sont des aventures sur une page. Fait que ça, moi, ça m'a beaucoup excité parce que j'aime les one-shots. Mais encore une fois, je trouve qu'on nous dit qu'il faut faire ça épique, mais la plupart de ces aventures-là restent dans un registre qui est très anecdotique, je dirais. Des marchands ont disparu, un moine a disparu, des gens se sont fait kidnapper dans le village. On retrouve souvent cette prémisse d'aventure-là dans tous ces petits one-shots-là. Et je dois quand même souligner que quelques aventures qui ont une prémisse un petit peu plus grandiose, un petit peu plus épique, puis c'est ça que je recherchais en fait. Tu sais, on me vend tellement du rêve au début de ce livre-là que j'aurais aimé que toutes ces aventures-là portent ce souffle épique, grandiose, qui a une touche de divin, d'historique, de mystérieux dans chaque petite aventure, mais malheureusement, c'est pas le cas. The Lost Down, qui est une des aventures dans lesquelles on doit récupérer une larme de la tendre qui aurait été enfermée dans un monolithe par une sorcière. Wow, intéressant. Tears Fall! Il y a des pierres qui sont tombées du ciel, peut-être des larmes de Sélune. Tu sais, parce qu'il y a comme une ceinture d'astéroïdes autour de Toril. Puis on les appelle les larmes de Sélune. Et il paraît qu'il y en aurait une qui serait tombée. Et là, on a pour but d'aller la récupérer pour l'amener à des chercheurs. Et il y a The Flying Fortress aussi, qui est une petite aventure niveau 11 ou 12, je pense, où on a des méchants qui ont capturé une citadelle de géants des nuages, géants des tempêtes, et on doit entrer à l'intérieur de la forteresse qui vole. Fait que tu sais, une invasion d'une forteresse volante avec une superbe carte. Tu sais, ces aventures-là portent le souffle épique. Je trouve que la majorité de ces aventures-là semblent un petit peu inachevées, je dirais. On a l'impression qu'on a une prémisse de départ, quelques stat blocks, une carte qui est super bien faite, comme la plupart des cartes produites par Wizard of the Coast. Moi, malheureusement, je reste sur ma faim. Parce que si au moins on avait une prémisse épique qui donnait un souffle après ça au reste de l'aventure, moi je peux inventer des détails. Après, peut-être que là, j'en demande beaucoup, mais tu sais, quand t'achètes un livre 60$, parce que c'est ce que ça coûte, la version D&D Beyond, ça m'est quand même revenu à 60$ canadiens, tu sais. Quoi qu'il y ait quand même une section qui nous détaille certains lieux mythiques de certaines régions, par exemple, les Vaux, les Dales. Moi, j'aime beaucoup les Dalelands, puis la forêt autour, parce que c'est les vestiges d'un grand empire elfe qui a presque complètement disparu maintenant. Et on nous donne des cartes de ces lieux mythiques-là. Donc, vous pouvez aller explorer Myth-Dranor. Ce passage-là, ce chapitre-là où on détaille diverses régions qui sont des bacs à sable fun à explorer, ça, là, j'aurais vraiment pris ça pour tout le livre. C'est tellement plus intéressant. Les cartes sont magnifiques. Encore une fois, je suis peut-être un petit peu exigeant envers ce produit-là, mais j'ai tellement d'amour pour les royaumes oubliés que, ben oui, c'est ça, je trouve qu'on est resté un peu générique. Je trouve que ces livres-là ont essayé de faire beaucoup de choses en même temps, puis qu'on y arrive uniquement partiellement, selon moi. On a quand même quelques stat blocks, je veux pas dire qu'il y a rien dans ce produit-là, on a quand même des choses à se mettre sous la dent. On nous parle des grands adversaires légendaires, des monstres légendaires des royaumes oubliés. Encore une fois, je pense qu'on aurait pu aller un petit peu plus dans le détail. Moi, je trouve que Toril, les royaumes oubliés, Faerûn, la côte des épées,
il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses à apprendre qui m'inspirent des idées d'aventure. Puis, ben écoutez, si ça vous intéresse, ça fait un petit moment que je pense faire une vidéo sur l'histoire des royaumes oubliés. Il y a beaucoup de matériel inspirant sur toutes les civilisations qui ont émergé puis disparu, pourquoi les dieux sont dans cet état-là aujourd'hui à travers les royaumes oubliés. Fait que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner, parce que ça va sortir un moment donné, peut-être. J'ai des vacances, là, je vais peut-être faire ça. Et maintenant, on arrive dans la section de la vidéo où je vous parle de mes expériences jeux de rôle. Alors, j'ai joué récemment à un jeu. J'avais jamais vu un jeu de rôle comme ça. Ça s'appelle Spell RPG. C'est un jeu de rôle qui se joue avec des tuiles de Scrabble. Fait que oui, le Scrabble. Vous savez, ce jeu où on a des petites tuiles avec des lettres et on doit composer des mots. Eh bien, c'est exactement la prémisse ici. On joue des magiciens. Dans un monde où la magie est vraiment chaotique, vraiment imprévisible, c'est la magie des mots. Alors, vous avez une fiche de personnage avec différentes impulsions. Fait que c'est des choses dans lesquelles vous avez comme un penchant naturel, par exemple, pour réfléchir, vous concentrer, entrer en colère, frapper des gens. Alors, chaque fois que vous essayez de faire quelque chose, vous décrivez votre désir. Par exemple, ben, je veux ouvrir la porte. Je veux passer par-dessus la rivière. Et selon votre approche, est-ce que c'est la violence? Est-ce que c'est votre concentration? Est-ce que c'est votre joie de vivre? Ben, vous allez lancer un certain nombre de D6. Et si vous obtenez un 6, c'est un succès, vous allez réussir ce que vous entreprenez et vous totalisez les chiffres sur les dés. Fait que mettons, j'ai 6, 3, plus 1, on fait le total 10. Et bien 10, c'est vous piochez 10 tuiles de Scrabble et vous faites un mot qui va représenter le nom du sort que vous utilisez pour arriver à vos fins. Et tu sais, moi, j'avais pas de Scrabble chez nous, fait que j'ai utilisé Bananagram en français. Et mettons, là, moi, j'ai comme C-R-P... Fait que mettons, je pioche ça, là, puis j'ai I-T-A-M-R-C-P-A. Là, je mélange ça, là, je fais comme, ah, qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai eu comme idée le sort de tri, T-R-I. Ce que je vais faire, c'est que je vais trier toutes les molécules de la rivière pour mettre d'un côté toutes les molécules d'oxygène, puis d'un côté toutes les molécules d'hydrogène. Puis avec ça, ça va transformer la rivière dans son état gazeux. C'est un jeu de créativité où tu sors des lettres et soudainement tout le monde se penche sur les lettres et tout le monde te pitch des idées de sorts. Si tu faisais Marie, si soudainement tu mariais des éléments qui se trouvaient ici, ou si tu faisais Paris, si tu faisais, tu peux parier sur, les gens se mettent à parier, ou tu peux faire des sorts qui sont mal orthographiés. Fait que si ça te tente de faire un truc où tu fais Wim Wam, Buzzy Buzz, tu peux créer des effets de sort, mais qui vont avoir des conséquences. C'est comme un sort qui est chaotique, disons-le. Tu peux aussi dépenser des points de potentiel au fil de la joute pour transformer un sort qui est vraiment bon. Là, quand tu as vraiment une bonne main de tuiles puis tu trouves une idée qui n'est pas mi-cuite, ben, tu peux en faire ton sort signature, que tu peux lancer maintenant. Et ça peut être extrêmement hilarant quand tu as un sort de hamster qui fait apparaître des hamsters, par exemple, ou un sort qui transforme les gens en squelettes. Je vous dirais que cette prémisse-là m'a énormément excité. J'avais vraiment hâte d'essayer Spell, le jeu de rôle. C'est que c'est un rythme de jeu incroyablement différent de tous les autres jeux de rôle. Je pense que dans nos pratiques modernes du jeu de rôle, on est plusieurs à chercher une expérience un peu plus rythmée, un peu plus rapide. On raconte l'histoire, il n'y a pas vraiment de pause pour tomber dans une longue mécanique de jeu. Ça peut être même frustrant quand on sent qu'il faut rassembler des poules de dés difficiles à interpréter, qu'un roulé va prendre 2 ou 3 minutes avant de produire un effet narratif. Ben ici, on est vraiment là-dedans. Dans Spell RPG, souvent, un roulé de dés magique va vouloir dire on va piocher des tuiles et on va tout arrêter pour rigoler autour des lettres. C'est agréable, mais l'expérience est très différente. J'ai aimé mon petit one-shot qu'on a fait, ça me donne le goût de retenter l'expérience, de rejouer, mais j'ai jamais eu une expérience de ce type-là.
C'est agréable, il faut le dire, là, mais le plaisir n'est pas nécessairement dans l'histoire qu'on raconte, plus que dans les mécaniques, dans le plaisir de créer des mots à partir de tuiles de lettres. Mais je trouve que c'est tellement un bon flash, tellement une bonne idée, que je me dis, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre avec cette mécanique-là. C'est sûr que je vais retenter l'expérience parce que c'est un voyage au cœur des lettres et de la créativité. J'ai aussi installé une petite règle maison qui permet de transformer des lettres en joker. Parce que ça peut être frustrant là, quand tu sors des tuiles puis tu vois juste pas quoi faire. Qu'est-ce qui va être amusant comme mot? Fait que oui, vous pouvez dépenser des points de potentiel pour transformer des lettres en joker. Moi, ça, c'est ma petite règle maison. Je sais pas si ça existe dans le jeu officiel, mais je vous propose de l'utiliser comme ça. Aussi, j'ai lu un jeu de rôle qui m'a vraiment intrigué. Un jeu qui s'appelle Void Light. Void Light, c'est un jeu de dungeon crawl dans l'espace, science-fiction, très inspiré de Alien. Fait que c'est un petit jeu indépendant où des corporations dans le futur ont pris le contrôle et les joueurs n'ont pas le choix d'aller à l'intérieur de Léviathan. C'est comme des carcasses de vaisseaux extraterrestres, structure organique. On doit s'aventurer à l'intérieur pour trouver des choses. Donc, il y a vraiment du crawl. Et les ténèbres à l'intérieur de ces Léviathans-là sont tellement intenses que la seule façon de voir, c'est avec une lampe spéciale qui s'appelle un Void Light. Donc, cette lumière-là, elle perce les ténèbres et nous permet de voir juste un peu autour de nous quel genre de monstres et de parasites vont venir nous bouffer. Et cette batterie de votre Void Light va être représentée par un bassin de 6d6. Et à chaque 10 minutes, il y a une possibilité que votre batterie diminue et donc le pool graduellement devient de plus en plus petit. Et à la toute fin de l'aventure, si on n'obtient pas de succès et que le pool de dés devient complètement vide, la batterie meurt et on doit sortir d'ici. Moi, ce qui m'a vraiment attiré dans ce jeu-là, c'est que c'est un jeu qui se veut vraiment facile à prendre en main pour une expérience solo ou coopérative. Donc oui, le maître de jeu peut s'occuper des roulés de Void Light derrière un paravent, mais vous pouvez aussi collectivement vous mettre un timer pour avancer dans le jeu. Le livre vient avec des oracles. Ces tables-là vont donc pouvoir vous guider sur qu'est-ce que vous croisez dans votre exploration, qu'est-ce que vous découvrez, quels monstres vous rencontrez. Et il y a aussi plusieurs lots de conséquences. Alors souvent, le jeu va vous demander de faire un save, c'est-à-dire de rouler des D6 selon un de vos attributs. Et si vous n'avez aucun succès, un succès étant un 5 ou un 6, ben vous avez des conséquences. Ça peut être des conséquences physiques, des conséquences mentales, des conséquences de crainte, des conséquences de perte de matériel, ou peut-être même votre Void Light qui va être abîmé ou drainé. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes idées pour un petit jeu indépendant. J'étais étonné de voir que pas vraiment personne parle de ces idées-là. Et je trouve que le système a l'air d'être vraiment, vraiment simple et souple aussi. Je suis pas fan de l'univers comme tel. Je trouve que les Léviathans organiques... J'aurais aimé un univers de science-fiction peut-être un petit peu plus passe-partout, qui aurait permis, par exemple, de rouler des aventures de Alien ou des aventures de Mothership ou même des aventures de Shadow Dark avec ce système-là. Je pense que c'est possible de le faire, mais je trouve que l'univers prend quand même un petit peu de place dans ce petit livret de règles-là. Peut-être que vous, ça va vous inspirer des aventures. Fait que c'était mon petit tour d'horizon de Void Light. Et pour terminer avec les petites annonces ludiques, vous l'avez peut-être vu passer, mais les créateurs de Outgun, le jeu de rôle d'action-aventure, sont en train de créer un nouveau jeu de rôle en sociofinancement actuellement inspiré de la légende de Zelda. Fait que ça s'appelle Twilight Sword et c'est inspiré un petit peu de ce ton de fantasy, d'exploration, de puzzle. Ça s'appelle Twilight Sword et c'est actuellement en sociofinancement. Alors, allez jeter un œil si ça vous intéresse. Et aussi pour finir, vous l'avez peut-être vu passer, hein, mais Black Book Édition s'est placé en redressement judiciaire. Je sais qu'ici au Québec, c'est plus difficile pour nous d'obtenir des produits de Black Book. Mais si vous êtes en Europe et que vous souhaitez continuer d'encourager cette maison d'édition-là qui font des trucs comme Chroniques oubliées, Pathfinder, Starfinder en français, qui vont aussi produire la version française de Daggerheart, eh
ben, je vous recommande fortement d'aller jeter un œil sur leur site internet pour le temps des fêtes. Si vous pensiez peut-être vous lancer dans un jeu de rôle en français édité par Black Book, ben, de l'acheter aujourd'hui, de leur donner un petit coup de main, de supporter leur gamme. Fait qu'allez jeter un œil. Puis, ben, je leur souhaite bonne chance dans ces petits déboires financiers. Fait que voilà tout le monde, c'est la fin de ce survol de ce que j'ai testé, ce que j'ai lu au fil du dernier mois. Fait que ça va être bientôt Noël. Les tops de fin d'année arrivent. Alors si vous ne voulez rien manquer, encore une fois, je vous encourage à vous abonner. J'ai fait une vidéo récemment là sur les 10 jeux qui se prétendent des D&D Killers. Je suis pas sûr qu'ils disent ça de même, mais quand même! Le top 10 des D&D Killers, allez voir ça. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre